J'ai pas fait toutes ces études pour faire ça, à me dire jamais de la vie je ferai de l'événementiel ou de la com. Mais tout le monde me le disait. À la fois c'est très exaltant quand ça se passe bien et à la fois il y a tous les jours des merdes quoi. Honnêtement j'en peux plus. C'est là qu'on s'est dit on va devenir une boîte qui va vraiment être la référence dans les événements iconiques de marque. On a privatisé un lycée parisien en plein Paris pour Google et donc ça a été ça mon objectif et ce qui est dingue c'est que ça a marché. Vacheron nous a dit on n'a jamais vécu un événement comme ça. C'était exceptionnel. Un grand merci à notre sponsor Comin, C-O-M-I-N. C'est votre nouvelle appli VTC avec qui nous avons passé du coup ces 3 jours pour tourner ces 9 épisodes. Grâce à qui on a rencontré Pierre qui nous a conduit dans Paris pendant qu'on tournait du coup les 9 épisodes de cette nouvelle saison. Comin, c'est la nouvelle application VTC qui est beaucoup plus juste déjà avec les conducteurs parce qu'elle prend seulement 10% de commission pour toi parce que du coup les courses sont beaucoup moins chères que leurs concurrents américains et avec des véhicules 100% verts, donc du coup c'est vraiment de la balle. Et tu me connais, je t'ai négocié une super offre pour que tu puisses le tester à Paris seulement pour l'instant. 10 € offerts par Comin avec le code dans ma Benz. Tu peux tester Comin, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Merci à eux et je te souhaite de passer un bon épisode. Je suis avec Aurore de Acme Paris, je suis hyper content que tu sois là et d'ailleurs je te remercie parce que tu es quand même enceinte de 8 mois. Donc faire ce podcast en voiture, c'était peut-être pas de base la meilleure des idées, mais tu as eu la gentillesse d'accepter l'invitation. Avec plaisir. Donc on est venu te chercher à tes bureaux. Je pense qu'ils sont pas loin d'être les plus beaux bureaux de Paris, tu vas nous en parler. Beaux, ouais. Et écoute, je vais te laisser te présenter et on va pouvoir enchaîner. Ravi, merci Hugo et merci de l'invitation. J'espère qu'on va pas aller à la maternité, mais en effet, Aurore Abécassis, fondatrice d'Acme Paris. Donc j'ai fondé Acme en 2019, quelques mois avant le Covid. Et le Covid est arrivé, donc on est devenus les stars du digital en événementiel. Et puis finalement, on s'est repositionné enfin sur ce que je voulais vraiment faire, les expériences de marque. Donc on est leader en expériences de marque en France. On crée des expériences vraiment iconiques pour beaucoup de boîtes dans le luxe et autres, mais beaucoup dans le luxe. Et pour la petite histoire, j'avais jamais fait ça de ma vie avant, puisque je viens du conseil en strat, donc c'était un gros switch qui me plaît énormément. Bah écoute, merci pour la petite presse. L'idée, c'est peut-être de faire un retour en arrière. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir en fait d'où viennent les entrepreneurs que je reçois. Je sais pas dans quel type de famille tu as grandi. Est-ce que toi, tu es de Paris? Quel type d'études tu as fait? Comment tu en es arrivé à te dire, allez, je vais être entrepreneur? Ouais, c'est une bonne question parce que finalement c'est difficile de tirer qu'est-ce qui a fait que finalement on est devenu entrepreneur ou pas, mais en tout cas je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc peut-être que ça joue. Mon père est un serial entrepreneur, je suis née d'une fratrie où j'ai un frère jumeau qui est un frère handicapé et ensuite j'ai 3 demi-sœurs et voilà. Et je pense que mon père m'a beaucoup biberonné à l'entrepreneuriat, mes sœurs n'avaient pas choisi l'entrepreneuriat, mon frère non plus, donc je pense que j'étais la dernière potentielle à pouvoir le faire. Mais j'ai été dans un cursus très académique, j'ai fait l'école active bilingue Janine Manuel à Paris, ensuite j'ai fait une classe préparatoire, ensuite j'ai été à HEC et ensuite j'ai fait du conseil en strat parce que c'était bien de le faire. Jusque là on est dans le parcours voilà. Royal, parfait, tout ce qu'on aime. Et en fait voilà. Comment à un moment donné justement tu as tout niqué et tu t'es dit allez on a rien à foutre du classique, on va aller se mettre en risque en entrepreneuriat? Bah, c'est exactement ça parce que quand j'ai dit à mes parents je vais quitter le conseil en strat chez Bain où je m'étais quand même battue pour arriver chez Bain et je vais aller monter une boîte d'événements, ils m'ont regardé en mode ok craquage, on s'en reparle plus tard quoi. Et finalement le craquage est devenu Acme, donc assez cool. Ils se sont rendus compte que c'était pas qu'un craquage, mais c'est vrai que sur le moment ça a été assez compliqué. C'est-à-dire à faire passer au niveau de la famille et tout qui peut-être s'était fait, voilà, c'était peut-être fait une image. Voilà, encore une fois, assez classique du parcours royal, on va le dire, du parcours académique royal. Et du coup, après, pareil, rentrer en conseil chez Bain, ouais, on va dire c'est un peu le summum, quoi. C'était, ouais, j'étais là où mes parents s'étaient dit que c'était cool d'arriver, on va dire. Ensuite, on ne naît pas pour être comme ce que veulent ses parents, mais c'est vrai qu'on est quand même vachement biberonné à ça. Et puis il y a les normes sociales qui sont hyper fortes. Quand on a fait une grande école, le conseil en strat, c'est quand même une suite. Alors c'est plus le cas parce que 10 ans plus tard, heureusement, ça a changé, mais en tout cas à mon époque. Surtout à l'époque, ouais. Voilà. Et l'entrepreneuriat n'avait pas encore le vent en poupe. Et en tant que femme, en plus, j'avais quand même peu de modèles où je me disais, voilà, j'ai envie d'être cette femme entrepreneur. Je m'identifiais assez peu. Il y avait énormément de boîtes SaaS autour de moi, donc pareil, je m'identifiais assez peu. C'était pas vraiment ce qui me faisait rêver. C'était pas l'entrepreneuriat qui me faisait rêver, c'était plus créer quelque chose d'exceptionnel.
Et en fait, ce qui m'a pas mal aidé, c'est que j'ai fait Switch Collective. D'ailleurs, c'est des filles de The Family qui ont, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, qui ont monté Switch Collective. C'est du coaching en collectif. Okay. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'il n'y a pas du top-down d'un coach qui vous dit voilà ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est plus l'émulation de 50 personnes comme vous qui veulent changer de voie et avec qui on discute. Et ils me disaient tous, franchement, tu devrais quand même regarder la com et l'événement. Et je disais, mais c'est un no-go, quoi. Enfin, je vais pas faire ça. J'ai pas fait toutes ces études pour faire ça, si je puis dire, parce que il y a beaucoup de dictats il faut faire un métier hyper reconnu socialement, il faut gagner X euros par mois, il faut être dans le 8e arrondissement, etc. Et donc du coup, j'étais vachement dans ces œillères à me dire jamais de la vie je ferai de l'événementiel ou de la com. Mais tout le monde me le disait. Donc je me suis dit, je vais quand même creuser. Ok, parce que du coup, donc, toi, tu fais HEC, tu rentres, tu dois faire un peu l'attestage, tu rentres chez Bain. Ça dure combien de temps? 5 ans de conseil en strat. Ouais, donc du coup, tu es quand même resté un petit moment, donc ça veut dire que tu as quand même aimé ce que tu as fait? Ouais, j'ai aimé ce que j'ai fait. En fait, ça m'a énormément formée. Je trouvais que c'était hyper intéressant. En fait, quand on fait un job, on se dit, on fait le quoi, le pourquoi et le comment. Ouais. Le quoi, c'était accompagner des dirigeants sur leurs décisions stratégiques, ce qui est hyper intéressant. Ça c'est le pourquoi. Le quoi, c'est concrètement des slides et des Excel, qui me plaisaient un peu moins. Et le comment, c'est avec des gens hyper smart dans le 8e. Ouais. Où c'est très cool de bosser. D'ailleurs, c'est de mes meilleurs potes, les gens de Bain aujourd'hui. Ouais. Et donc, en fait, ça me plaisait pas mal, mais le quoi me dérangeait. Le quoi qui était faire des Excel et des PowerPoint où on va donner des rapports qu'on sait pas trop ce qui va en être fait, pour tout le respect que j'ai, malgré tout le respect que j'ai pour les consultants, parce que je pense que ça apporte énormément de valeur. Mais c'est vrai qu'il y avait un manque de concrétisation pour moi, et puis je trouvais que j'étais un maillon de la chaîne et j'avais envie d'avoir un vrai impact très clair, et puis de pouvoir, de pouvoir changer le monde entre guillemets. Et je me disais, en tant que consultante, je change pas le monde, je fais partie d'une institution, mais j'ai envie de faire quelque chose moi. Alors écoute, hyper intéressant, et tu as dit autre chose qui m'a fait tilter et qui est moins vrai aujourd'hui, heureusement, grâce en fait à toutes ces initiatives qui se font. On parlait de The Family, de ce qu'on fait notamment Alice justement pour les femmes, parce qu'il y a eu Gold Up, il y a eu plein d'initiatives comme ça. Aujourd'hui, il y a toute la créateur économie avec tous les podcasts. Alors c'est encore aussi pour ça qu'on le fait, c'est aussi pour ça qu'on invite des hommes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs pour donner des rôles modèles aux plus jeunes qui nous regardent. Moi, je sais pas quel âge exactement ont les gens qui me suivent, mais j'espère qu'il y a de plus en plus de jeunes et à qui ça peut donner envie en se disant « Ah mais ouais, mais putain, elle a fait ça Aurore, ah mais putain c'est génial, je voudrais faire pareil ». S'il y a au moins une personne qui se dit ça, l'épisode il est gagnant. Et ça on est à peu près de la même génération, et ça qu'il y a 10-15 ans, les rôles modèles il y en avait moins, et tu as raison, en rôle modèle féminin, il y avait Céline Lazorte de Litchi, et ça que dit comme ça, j'en vois pas vraiment d'autres. Il y avait Fanny Péchioda, moi, qui m'a beaucoup inspirée, qui a fondé My Little Paris. Oui, bien sûr. Et qui m'a d'autant plus inspirée qu'elle a eu une carrière assez similaire, c'est-à-dire elle a fait le SCP, donc cursus très grande école, et elle a tout quitté pour créer sa newsletter et se lancer dans l'univers des expériences hors normes. Et du coup, c'est d'ailleurs ma mentor, Fanny, parce que je l'ai rencontrée assez tôt et en 1 heure de discussion, elle a fait mon business model et elle a drivé la vision de ma boîte pendant les 5 prochaines années. Ouais, elle est très discrète. Moi, je rêverais de la recevoir parce que ça doit être ce qu'elle a vécu, comme elle a été précurseur dans un nombre de choses incalculables, c'est assez fou, quoi. Je te confirme, on essaiera de l'attraper. On s'en reparlera après. Donc du coup, tu fais ces 5 ans chez Bain. Du coup, tu vas chez Switch Collective. Là, tu commences à, on va dire, un peu à faire ce travail un peu intellectuel de voir qu'il y a potentiellement des alternatives. Donc des alternatives en passant d'un CDI peut-être à l'entrepreneuriat. Et même de se dire, tiens, la com, le marketing, l'événementiel, c'est des choses qui pourraient me plaire. Mais bon, je suppose qu'il s'est passé d'autres choses. Comment tu en arrives à te dire, ok, je quitte tout, quitte Bain, qui était sûrement en plus avec un package hyper intéressant, une situation hyper confortable, pour se lancer dans l'événementiel. Alors en plus, spoiler alert, peut-être 6 mois avant le Covid, donc hashtag vraiment nez creux. Comment tu fais le switch justement, sans faire de jeu de mots? Pour être honnête, je savais que j'avais envie de faire un truc dans l'hospitalité, dans le kiff, dans les expériences. J'aimais beaucoup manger aussi, donc dans l'univers de la food, enfin dans l'univers des sens, quoi. Et donc je me suis dit, j'aurais aimé être la créatrice du fooding, j'aurais aimé être la créatrice d'un resto, j'aurais pu monter un resto. Et je me disais quand même, ça m'angoisse cette idée de lever des fonds, créer tout
tout cet écosystème, etc. pour pouvoir monter une boîte et donc pour avoir un resto ou un hôtel, alors même que je ne sais pas si je suis une bonne entrepreneur, que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, etc. Okay. Et du coup, je me suis dit, finalement, le resto, déjà j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient fait et qui me disaient honnêtement le resto c'est cool, mais c'est quand même assez compliqué, tu gères des gens qui sont pas faciles, tu es tous les jours au même endroit, c'est hyper soirées, opérationnel. Au revoir, tes samedis soirs, au revoir. Donc c'était très ingrat. Donc j'avais des retours quand même très ingrats. Je me disais ouais mais moi je serais Big Mama. On m'a dit t'étais gentille, Big Mama, il y en a un quoi. Donc, et puis t'es pas de la même famille que les fondateurs. Donc il y a peu de chances que tu y arrives. Et donc bon, ayant pris énormément de feedback sur tout ça, l'hôtellerie aussi m'intéressait. Je voulais créer une sorte de saut house du week-end pour les trentenaires, bon, ce que plein de gens veulent faire. Hein. Mais pareil, hyper compliqué de trouver des lieux proches de Paris, hyper capex intensif. Bon. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus simple finalement, sans capex, c'est l'agence. Donc c'est l'agence du kiff. Je refusais de dire que j'étais une agence événementielle, donc je n'assume toujours pas. Et donc voilà, bon, c'est comme ça que j'ai monté Acme, qui était créateur d'expériences hors normes, créateur d'expériences très iconiques. Voilà, bon, en vrai, on est une agence événementielle et de com, puisqu'on s'est beaucoup élargi, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Un peu sur un coup de tête où je me suis dit, bon, ça me coûte quoi? Je mets 1000 balles. C'est ça, hein, monter une agence, en fait, tu peux monter ta boîte avec à peine 1000 € et tu peux avoir ton premier client la semaine d'après, quoi. C'est ça. Et après, on m'a dit, ne fais surtout rien, ne fais pas de site internet, etc. parce que tu vas aller dans le décor. Prends ton téléphone, propose tes services et tu verras. Et du coup, j'ai appelé tout mon annuaire qui était très faible. Hein, je connaissais personne. Mais j'ai appelé des gens en les suppliant de bien vouloir, évidemment en leur disant que je savais très bien faire des événements, ce qui était complètement faux puisque je n'en avais jamais fait. Et voilà, il y en a qui ont accepté in fine, notamment le premier, c'était Airbnb quand même, qui a accepté qu'on fasse ça. Qui venait d'ouvrir ses bureaux en France du coup à l'époque. Ils étaient... on est en quelle année là, pardon? On était en 2019, donc ça faisait quelques temps. Ah, ça faisait quelques temps, oui. Mais c'était la première soirée de Noël dans les bureaux où ils voulaient qu'on essaye de faire quelque chose d'assez transformatif dans des bureaux. C'est toujours compliqué de faire un événement dans des lieux qu'on connaît. Et on s'est dit on va transformer leurs locaux en un Airbnb pour cette soirée de Noël, ce qu'on a fait avec des minus moyens, mais c'était ouf. Et puis par ailleurs, moi je pense que je me suis fait facturer 2000 ou 3000 € et je me suis dit que j'étais Crésus, tu vois. Donc, moi j'aurais été toi, je l'aurais même fait gratuit parce que après tu peux même dropper et dire on travaille déjà pour Airbnb, pourquoi pas avec vous, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai appelé plein de monde qui m'ont aussi ensuite, il y a eu le BCG, il y a eu BNP, etc. qui m'ont accordé des gens trop sympas qui ont décidé de nous faire confiance. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est suivi. Bon, ensuite, il y a eu le Covid. Ok. Voilà. Déjà, moi j'ai une première question parce que j'adore les marques, j'aime beaucoup la tienne. D'où vient le mot Acme? Alors c'est dans la langue française, figure-toi, que tu vas pouvoir l'utiliser. Ça veut dire le clou du spectacle. Ok. Et ça vient du grec initialement et c'est très utilisé dans l'univers théâtral. Ok, donc l'acmé, c'est la fin du spectacle, en fait, c'est la chute. C'est vraiment le moment le plus incroyable de la pièce. Et quand j'étais en Cagne, j'avais découvert ce terme et je m'étais dit, ah ouais, c'est joli, et puis je connaissais pas, donc sympa. Et voilà, j'ai eu de la chance, il n'était pas pris, mais pour la petite histoire, j'ai eu un petit procès avant parce que j'avais un autre nom, évidemment, où j'avais pas checké. Qui s'appelait FOMO. Ok. Et il y avait une autre pote qui s'appelait FOMO qui m'a demandé de changer de nom. Gentiment. Okay. Écoute, en vrai, je trouve qu'Acme c'est plus joli que FOMO, parce que maintenant FOMO, il a été tellement utilisé que le mot était presque galvaudé, donc en fait, en vrai, c'est peut-être un mal pour un bien. Quoi. Donc, donc on est sur les débuts de l'agence, donc on est sur une agence qui a du coup maintenant 5 ans. Oui. Moi, ça m'intéresse, du coup, on va essayer de découper ça en étapes. Donc, évidemment, la première étape du lancement, donc, comme tu dis, tu y vas avec 3 bouts de ficelle et tu vas chercher tes premiers clients. Donc, tu arrives à choper des gros noms. Là, je suppose que je t'ai pas demandé, tu es toute seule ou tu as un ou une associée? Je suis toute seule, ouais. Donc, toute seule. Et je crois d'ailleurs que tu es toujours toute seule parce que tu es 100% bootstrap. Ouais. Tu fais même partie du club bootstrap. Exactement. Si ok, on en parlera après. La deuxième étape, du coup, forcément, c'est le Covid qui tombe. Oui. Comment tu t'en sors? Est-ce que du coup tu restes à rien faire parce que tu peux plus faire d'événements, ou plan B, et à mon avis c'est ça qui va se passer, tu te dis on va essayer de trouver d'autres idées de faire des événements sans le physique? Alors ce qui est marrant, c'est que là on est juste à côté de la rue des Archives déjà. Exact. Et tout a commencé rue des Archives, dans le WeWork des Archives. Et tu sais qu'en vrai on avait potassé et c'était fait exprès qu'on passe là pile à ce moment, au moment de la question. Et ben voilà. C'est travaillé quand même. Bravo, parce que j'ai beaucoup squatté les WeWork, donc merci WeWork.
On les embrasse. On les remercie intensément parce que j'y ai passé énormément de jours et j'ai commencé rue des Archives où j'allais tous les jours pour me donner un cadre, comme j'étais toute seule justement, et essayer de passer mes coups de fil et autres quoi. Et donc effectivement, ça a commencé comme ça chez WeWork et heureusement comme WeWork était ouvert pendant le Covid, parce que je supporte pas être seule, peut-être pour ça que j'ai monté une boîte d'événements pour rassembler les gens, mais j'avais besoin de ce cadre, d'être avec d'autres gens, il y avait une grosse émulation chez WeWork donc c'était vraiment cool. Et donc le Covid est arrivé, effectivement, et pour répondre à ta question, du coup, en fait ce qui est marrant c'est que les gens me disaient mais du coup tu vas fermer ta boîte, qu'en est-il et tout ça, et moi sur le moment je me disais je vois pas le problème quoi. De toute façon j'ai jamais fait d'événements. J'en ai jamais fait en physique, j'en ai jamais fait en digital. De toute façon, je connais pas ce secteur. Je suis à côté de mastodonte. Tout le monde me dit que je gagnerai jamais d'appel d'offres parce qu'il y a des hopscotch auditoires, Avas, et que de toute façon, c'est impossible de se faire un nom. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Et je vais essayer d'être plus malin, plus rapide, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon téléphone encore et que j'ai proposé aux gens de faire des événements digitaux. J'en avais jamais fait, mais j'avais jamais fait d'événements physiques non plus. Et les gens me disaient ouais super, trop bonne idée, on peut faire ça dans 2 semaines, voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à faire des événements digitaux de dingue. Allez à vous, qui ici adore les factures? Personne, hein? Eh bien moi non plus. Et pourtant en 2026 pour les grandes entreprises et en 2027 pour les TPE et les PME, tout devra être dématérialisé. C'est la loi. Mais pas de panique, Deltic t'offre une solution pour que tu n'aies absolument rien à faire ou presque. L'idée, c'est de dire adieu au cauchemar de la gestion de documents. Factures papier qui s'empilent, saisies manuelles et bien sûr, un max d'erreurs à la clé. Sérieusement, on est en 2024, donc vraiment, pourquoi se compliquer la vie? Voilà comment Deltic te sauve la mise. Deltic, c'est l'automatisation ultime. Tes factures sont lues, saisies, validées et même classées sans que tu lèves le petit doigt. Du coup, fini les erreurs et fini la galère. Deltic s'intègre avec tous les logiciels de compta comme Sage, EBP, etc. Et même avec le tien, ne t'inquiète surtout pas. Ok, mais ça marche vraiment? La preuve, Carrefour City, Brut, le Crédit Agricole, Veolia et également des centaines de TPE et de PME sont déjà passés sur Deltic. Eux, ils gagnent un max de temps et toi, du coup, tu attends quoi? Et le meilleur dans tout ça, c'est le prix. Pour seulement 155 € par mois, tu as une solution qui coûte moins cher qu'un abonnement à la salle de sport. Et à ce prix-là, tu automatises tout ce qui t'ennuie le plus. Parce que 2027 et surtout 2026, ça arrive très vite. Mais avec Deltic, tu seras prêt avant tout le monde. Plus de perte de temps, plus d'erreurs, juste de l'efficacité. Alors, fais le bon choix. Passe sur Deltic dès maintenant et laisse la technologie faire le boulot pour toi. Et en plus, tu as un très joli code promo qui se cache dans la description de cet épisode. Donc tu n'as absolument rien à perdre, tout à y gagner. Merci à Deltic et bonne écoute. Comment on fait un événement digital? Est-ce que tu as des exemples d'événements digitaux que tu as fait pour des clients? Alors on en a fait de plus en plus beaux. Je pense qu'au début ils étaient moins beaux. Maintenant on fait des trucs assez top notch. D'ailleurs on sort d'un appel d'offres gigantesque qu'on nous prend justement pour les événements digitaux vraiment très travaillés qu'on fait. Donc c'est sûr qu'en 2020 on faisait pas la même chose que maintenant, mais on a commencé en faisant des événements pour Paris 2024, Christian Dior Parfum qui nous a spotés parce qu'ils ont vu qu'on en faisait un peu et qui sont... Ce qui est assez sympa d'ailleurs, je fais un aparté LVMH, ils sont très à la recherche de choses innovantes et des précurseurs et tout, donc c'est assez cool parce qu'LVMH, je parlais beaucoup avec eux parce qu'ils se disent Acme, ils testent beaucoup de choses et nous on a envie de faire ces tests. Et donc merci LVMH aussi de nous faire confiance. On les embrasse. Aussi. Mais voilà, donc on a commencé avec toutes ces boîtes où ils nous demandaient au départ de faire des événements internes. Ok. Où on se disait, en fait, les gens ne se voient plus, il n'y a plus cette communication interstitielle qu'il y a à la machine à café quand les gens se croisent. Donc, est-ce que vous pourriez faire des événements de team building, des escape games, des trucs un peu gamifiés pour que les gens puissent se rassembler alors qu'aujourd'hui, ils sont cloîtrés chez eux au bout du rouleau, quoi. Donc, on a fait ça. Un événement vraiment chouette qu'on a fait, c'était pour Meta, où Meta nous a dit, on vient de lancer le métaverse, les gens ont travaillé comme des malades chez Meta AI dans le monde entier, il y a 3500 personnes et il faudrait qu'on les rassemble avec un truc un peu incroyable, quoi. Donc c'était même pas pour seulement Meta France, c'était pour Meta Monde. Global, ouais. Ok. Beaucoup de pays. Et ils viennent de lancer le métaverse. Bon bref, donc on se dit ok, pas de pression, c'est dans 1 mois et demi. On leur a créé... demain, c'est quand même 1 mois et demi, non? Ouais, mais on est bon sur la short deadline, Ok. pour être honnête. On a regardé et c'est là où on est les meilleurs.
Et du coup, on a créé pour Meta une plateforme personnalisée vraiment qu'on a créée pour eux avec vraiment un habillage Meta. En plus, ils changeaient de marque, donc il y avait ce côté qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, c'était assez exploratoire. Et on leur a créé ce calendrier de l'Avent digital où chaque jour ils avaient une petite fenêtre à ouvrir et à chaque fois il y avait un jeu ou une communication du président ou un duplex TV. Enfin bref. Et donc en fait, on pluguait derrière une activité. Okay. Et donc les gens toujours digital. Toujours digital. Comme les gens étaient dans le monde entier, c'était en asynchrone ou parfois à des moments qui convenaient à tout le monde vers 14h. Et on leur envoyait aussi des choses par la poste pour que ce soit gamifié aussi un peu physique quand même. Okay. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que ce qu'on a fait pour Meta, c'était assez exceptionnel. En fait, ce qui est cool, c'est que le rendu est ouf. Évidemment, dans le fond, on a fait des choses assez simples puisqu'on avait 1 mois et demi, mais c'est juste qu'on a très bien packagé pour que ce soit très esthétique et très innovant. Ok. Voilà, après on en a fait des tonnes, hein. On a fait des événements pour L'Oréal Beauty, L'Oréal Beauty Tech, qui sont très tech et qui ont voulu pareil annoncer au monde entier des changements. Enfin voilà, on a fait beaucoup de choses et maintenant on utilise l'intelligence artificielle pour faire des événements encore plus dingues en digital. Ok, bah ça je pense qu'on y reviendra. Donc là, le Covid passe. Tu tires quand même ton épingle du jeu. Parce que là, tu dis on, mais je pense que tu es encore toute seule là peut-être. Ouais, bah je dis on parce que je vais pas dire je, sinon on va pas me prendre. Mais oui, j'ai toujours dit on, même si j'étais solo. Bon, il y avait quelques alternants, stagiaires, voilà. Et donc là, donc ça c'est pendant le Covid. Donc le Covid, de toute façon, c'est ça dure, on va dire un peu, grosso modo 6 mois. Donc là, tu crées en fait une nouvelle catégorie de services de ton portefeuille qui venait juste de se créer, qui sont les événements digitaux. Le confinement s'arrête, les gens peuvent commencer peut-être à ressortir, même si je me rappelle, hein, ça a quand même été le bazar encore longtemps. Je me rappelle, nous, on faisait des événements, on devait rentrer chez nous à 22h avec le masque et tout. Bon, bref, c'était pas le même délire. Si on rentre maintenant, on va dire, dans le 3e chapitre de la vie d'Acmé, je suppose qu'il va être l'accélération. Oui. Peut-être, sûrement. Oui. Est-ce que tu peux décrire un peu ce moment où, du coup, tout va s'accélérer? Alors, je pense qu'après la période du Covid, ça a été un gros moment où en effet on a commencé à avoir de la notoriété, à avoir de plus en plus de clients et où les clients venaient à nous parce qu'on avait quelque chose de significativement différent des autres. Mais ensuite, il fallait sortir de là parce que ça allait bien que les gens nous appellent pour des événements digitaux, mais c'était quand même pas mon but. Enfin, j'avais pas arrêté Bain et arrêter tout ça pour faire des événements digitaux qui certes étaient chouettes, mais c'était pas non plus le state of the art de l'événementiel. Et donc on a eu après ça une phase où on s'est dit on va se mettre sur le physique et il faut qu'on arrive à créer notre différenciation sur le physique et là ça a été assez difficile. Oui, parce que là il y a du monde sur la corde à linge. Là. Voilà. Belle expression. Oui. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, on va devenir une boîte qui va vraiment être la référence dans les événements iconiques de marque. Donc c'est la clé d'entrée, c'est le côté marque, le côté iconique et le côté expérientiel où vraiment on va te créer quelque chose qui sera identitaire, mémorable et où tu n'auras jamais vu ça de ta vie, quoi, globalement. Il faut que ça te crée des émotions de dingue. La promesse est belle pour l'instant. Et le résultat est honnêtement toujours très... les clients sont toujours hyper heureux du résultat et c'est vrai que je pense que c'est là la clé. C'est que la plupart du temps, d'après ce que nous disent nos clients, il y a un hiatus entre ce que promettent les créas et ce qu'ils ont envie de faire et la réalité où en fait c'est impossible de le mettre en œuvre. Et je pense que nous, là où on a réussi à se différencier, c'est qu'aujourd'hui on promet des choses assez exceptionnelles et on les réalise aussi parce qu'il y a un côté quand même faisable. Et il y a un côté aussi, comme on est challenger, on essaye de faire mieux que les autres et voilà. Et donc je pense que cette 3e phase, c'est vraiment cette phase où on a compris qui on était. On est vraiment cette agence partenaire aussi parce qu'on est un partenaire stratégique. On ne travaille pas, on n'est pas la dernière roue du carrosse qui fait de l'opérationnel comme ça peut être le cas de pas mal d'agences. Ouais. On est vraiment sur du décisionnaire qui va nous appeler en disant voilà ma problématique business aujourd'hui, comment je la translate dans l'événementiel et comment je la translate dans un événement iconique qui va être vraiment... différenciant et comment je fais une communication au global qui est en phase avec ça. En fait, je pense dans la 3e phase d'accélération, on est sorti du pur événementiel. Donc je te disais, on n'est pas de la pure log et tout, mais au-delà de ça, on n'est pas que de l'événementiel, on est de la com au sens large, tu vois. On fait de l'éditorial, on fait du RP, on fait des réseaux sociaux, on fait des campagnes, enfin voilà, on s'est vachement élargi aussi. Donc en fait aujourd'hui quand vous répondez à un appel d'offres ou quand vous proposez vos services, on va dire c'est un package quand même qui est assez large et qui est assez haut de gamme en fait en soi.
Oui, de toute façon, on est haut de gamme. Aujourd'hui, vous ne parlez pas à n'importe quelle start-up. Moi, j'ai l'impression, par rapport aux clients que tu me cites, qu'on est quand même sur la grosse scale-up ou de la grosse licorne dans la tech, ou alors des gens dans le luxe français. Quoi. En fait, on a 3 typologies de clients. Un peu ce que tu disais, on a commencé dans la tech, mais en fait, la tech, bon, déjà, va moins bien, et par ailleurs, est moins consommatrice d'exceptionnel. Ouais. Et du coup, quand on fait de la tech, on fait du Google, du Meta, du Airbnb, on fait pas trop de la scale-up en réalité, et encore moins de la start-up. Donc ça reste quand même une petite partie de notre business. La grosse partie, c'est le luxe, où on fait du luxe, du lifestyle. Donc ça peut être évidemment beaucoup de maisons de chez LVMH, de Richemont, etc. Mais aussi des marques plus émergentes, entre guillemets, comme Pollen, Ami, Diptyque. Et les troisièmes, c'est les institutionnels. Donc par exemple l'ONU, l'UNICEF, des grandes banques, où en fait les 3 viennent chercher des choses différentes. La tech vient chercher l'innovation, le luxe, le lifestyle vient chercher le côté très esthétique et très comment on sort des sentiers battus tout en étant dans des univers très chiadés. Et l'institutionnel vient chercher le côté conseil en strat, qui est quand même dans notre ADN, où on accompagne les dirigeants et on a des interlocuteurs de haut niveau. Ok, donc ça, tu démarres cette accélération et donc cette montée en gamme après le Covid, après le confinement. Donc là, modèle d'agence assez classique. Hein. Tu mets combien de temps, par exemple, à faire le premier 0 à 1 0 à 1 employé 0 à 1 million, pardon. Combien de temps je mets avec le Covid, etc., je mets un peu de temps quand même. Je pense que je mets 1 an et demi. Tu mets un peu de temps, ça va. 1 an et demi pour faire 1 million en agence, c'est quand même, avec un Covid au milieu, c'est quand même pas mal. Et pareil, en fait, en termes d'employés, je suppose que pareil, dans le modèle agence, son seul défaut, c'est quand même que c'est très gourmand en ressources humaines. Donc je suppose que très vite, tu es obligé aussi de te staffer. Ça pareil, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as… Est-ce que c'est une période que tu as aimé faire? Tu as sûrement fait des erreurs. Aujourd'hui, quel est un peu pour toi le playbook de monter de 0 à 10, 0 à 20 et de ce 0 à 1 million quoi? Alors les RH, je ne vais pas te le cacher, c'est vraiment une tannée. On me l'avait dit, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Il y a des gens qui aiment ça, hein, bizarrement, mais moi j'avoue que je suis un peu comme toi. Je veux bien les rencontrer du coup et les recruter. Mais non, c'est vraiment… Les RH, c'est très compliqué. À la fois, c'est très exaltant quand ça se passe bien et à la fois, il y a tous les jours des merdes, quoi. Honnêtement, j'en peux plus. Franchement, donc on a pris une RH pour gérer ça, mais c'est vrai que ça… Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je me fais plus descendre d'encre, mais avant, ça me faisait descendre d'encre, ces trucs. Donc, aujourd'hui, on est 25. On est allé petit à petit. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, recruter le premier employé, le deuxième, le cinquième, ça a été assez long. Parce que tu te dis, attends, est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est le Covid, est-ce que je vais prendre une star ou pas une star, etc. Et ensuite, en revanche, de 5 à 25, là, je les ai pas vus passer. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 25 personnes, quoi. Okay. Parce que, on a eu une volumétrie qui a fait qu'on devait staffer. Je pense que le meilleur choix que j'ai fait, ça a été de recruter mes piliers. Des Head of Sales, Head of Ops, CAM, voilà, des BizDev, des gens vraiment hyper solides qui étaient à 2000% dans Acme, qui sont à 2000% dans Acme, qui croient en l'aventure, qui sont des ambassadeurs et qui sont hyper bons. Et voilà, et eux c'est les piliers d'Acme. Et ensuite on a recruté des gens, voilà, ça c'est la joie des RH où tu recrutes, ils se barrent, voilà, bon, et tu les vires, enfin bon. On les embrasse quand même. Mais voilà, on est très friendly. Non, mais en plus, c'est une grande famille, mais c'est juste que c'est toujours dur sur le moment. Mais évidemment, c'est des gens qui font partie de la famille. Mais voilà. Donc, globalement, je dirais que l'essentiel quand tu montes une boîte, c'est quand même d'avoir tes piliers. Moi, j'ai un peu tardé à avoir un premier pilier et à en avoir d'autres. Et finalement, je me dis, si c'était à refaire, je le ferais plus vite. Et même aujourd'hui, aussi parce que c'est la structure. Parce que quand tu n'as pas de pilier, ce qui est compliqué, c'est qu'au début, tu as des stagiaires, etc., qui passent leur temps à se plaindre, à dire que ça leur va pas, etc., même si je les embrasse. C'est quand même des gens qui sont durs à gérer. Alors que si tu as des piliers qui sont là pour te défendre et être ta voix, du coup, il y a beaucoup moins de problèmes. Ouais, non, je comprends. Et pareil, on a parlé donc, du 0 à 1 million, donc ça, peut-être on en reparlera après sur la partie, on va dire un peu plus sales, un peu plus go-to-market, même si j'ai bien compris que ta stratégie, en fait, et c'est la bonne stratégie que tout le monde devrait utiliser, c'est prendre son téléphone et appeler des gens en fait, parce que sinon en fait les clients ils n'arrivent pas tout seuls au début parce qu'au début tu n'existes pas. Pour la partie recrutement pareil, j'ai bien compris. Chose pareil qui est très importante pour moi, tu l'as compris, c'est la culture et la croissance de ta brand et comment tu la construis, comment tu la consolides. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été hyper important aussi de ton côté. Comment
tu as construit ta culture. Est-ce que c'est quelque chose qui a été tout de suite très important pour toi? Tu t'en es peut-être rendu compte après? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as pris le temps pour ça? Ou en fait, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement et pas besoin de marquer les choses dans le marbre, tout le monde est au courant, quoi. C'est vrai que je suis très fière de voir que Acmé c'est devenu une marque et qu'on vient nous chercher pour cette raison-là. En disant vous êtes une marque, vous êtes reconnu, vous êtes distinctif et donc je tombe un peu des nues alors même que évidemment j'ai fait en sorte que ce soit le cas, mais disons que ça va même plus vite que ce que je croyais, donc ça c'est cool. En fait je trouve que créer une marque c'est pas si compliqué, même si on n'est pas du tout au bout et voilà, mais en tout cas je me suis dit à un moment en fait on va se distinguer des agences événementielles B2B qui sentent franchement la naphtaline et qui envoient pas du rêve en créant une marque B2C comme un festival qui est cool. Ouais. Et donc ça a été ça mon objectif et ce qui est dingue c'est que ça a marché, tu vois. Et comment je l'ai fait? De façon très intuitive, on a été accompagné absolument par personne, mais je me suis dit il faut que j'aille à des événements pour qu'on se fasse voir, il faut peut-être qu'on fasse un peu de communication. En fait on a fait beaucoup de test and learn, on a beaucoup essayé des choses et ensuite on a beaucoup communiqué. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo de voir se construire une marque et finalement je le recommande à tout le monde parce que le fait que les gens connaissent ta marque et que la désirabilité autour de la marque fait que les gens ont envie de te consommer. Parce que c'est ça en fait, moi ce que je ressens dans ce que tu me dis, et en fait je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là, c'est qu'en fait souvent quand une marque devient une réussite et devient justement une vraie marque, souvent on l'a un peu fait pas sans faire exprès, on l'a fait de manière inconsciente. Et c'est que a posteriori qu'on se dit ah mais en fait j'ai fait ça qui a bien marché. Ok, maintenant je peux écrire le playbook, mais j'ai pas construit ma marque en suivant ce playbook. En fait, on peut le faire a posteriori. Donc du coup, a posteriori, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui peut-être pas qui monte la même chose que toi, mais qui monte une marque, une agence qui va vendre du service, quel conseil tu pourrais lui donner justement pour construire une marque forte et désirable? Bonne question. Je pense que je lui dirais qu'il faut soigner toutes les communications. Alors soigner ne veut pas dire ne pas faire tant que c'est pas parfait, parce que sinon tu fais jamais rien. Donc il faut faire beaucoup de choses. Nous on a fait beaucoup de choses, mais disons que je vérifiais tout ce qui sortait, même si encore une fois il y a beaucoup de test and learn et que c'est pas grave si les choses sont pas parfaites du premier coup, mais il faut communiquer. En fait, il faut communiquer sur plein de canaux, et deux, il faut s'assurer que l'esthétique de ce qu'on communique est ok. Mais l'esthétique textuelle, visuelle, etc. Et je pense qu'il faut que du coup toutes les vitrines soient plutôt en phase, et voilà, notre site internet on l'a pas mal travaillé, on essaye de faire la même chose maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un peu tardé, mais tu vois, alors même qu'on n'avait pas des réseaux sociaux de ouf, en fait ça n'a pas été problématique pour la marque. Et je pense qu'il y a un deuxième élément qui est assez important, c'est le personal branding. Ok. Je pense que nous ça a beaucoup marché. Donc là, ton personal branding à toi. Voilà, le mien qui est associé à la marque. Très vite incarner la marque, quoi. Ouais, je pense qu'il faut incarner la marque, parce que c'était un peu la guideline qu'on m'avait donnée, si c'est juste une entreprise, ça n'intéresse personne. Alors que si la marque a une histoire et qu'elle vit et qu'il y a des aventures, etc., ça intéresse les gens. Et voilà, et ensuite on a été assez authentique pour le coup. On a communiqué de façon très... En fait, ça a été distinctif parce que authentique. Et donc ça, je pense que ça a beaucoup joué, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit à des événements, etc. Donc je dirais que c'est mes deux grosses guidelines. Et ensuite il faut sortir. Moi je suis le côté yes woman, on me propose un truc, j'y vais, quoi. Alors maintenant je suis dans une phase où plus trop, parce que je vais avoir un deuxième bébé et que je commence à saturer un peu. On l'embrasse aussi. Mais on va dire que pendant les 5 premières années, j'ai dit oui à tout. Ok. Et je pense que ça joue aussi dans la marque. Et si je fais donc du coup un petit résumé par rapport à ce que tu as dit, donc c'était déjà en fait beaucoup communiquer sur tous les canaux, même si c'est pas parfait, le faire, mais par contre quand même, c'est un peu ambivalent ce que je veux dire, mais quand même avoir un souci du détail. Parce qu'en effet, et ça que moi on m'a aussi beaucoup appris, c'est que voilà, dans la com, à un moment donné, tu as une direction artistique. Enfin, tu vois, c'est con, si ta marque elle s'écrit en majuscule, ne jamais l'écrire en minuscule nulle part. Voilà, c'est ça quand je dis le souci du détail. Par contre, voilà, que ça soit bien à 90%, il vaut mieux le faire plutôt qu'attendre 3 mois que ça soit à 100%, quoi. C'est ce que tu dis, c'est que nous on a essayé beaucoup de choses en fait, et on a vu tout d'un coup il y avait des choses qui prenaient plus que d'autres, mais il ne faut pas hésiter à essayer et à lancer beaucoup de communication, et en même temps qu'elle soit cohérente. C'est ce que tu dis. Ouais. Et la troisième chose dont tu parlais, c'est la partie personal branding, vraiment incarner sa boîte. Et du coup, en fait, quand on l'incarne, c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire et c'est beaucoup plus facile de la rendre authentique.
si je résume un petit Oui, peu bien résumé. le playbook by Aurore de Acme. Non, je ne sais pas s'il est exhaustif, mais en tout cas, c'est les prémices. Ouais. Ok, donc ça, si on reprend un petit peu la chronologie, à un moment donné, en fait, est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un milestone qui a fait que, bam, tu dis, ok, là, on est rentré dans un nouveau game. Je suis plus la dirigeante d'une toute petite agence. Là, je pense que vraiment, je tiens un truc qui peut devenir vraiment très gros. Et est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'il y a vraiment un ou deux événements qui ont fait la diff? Je pense que c'est quand même plutôt progressif. Malheureusement, enfin, j'aurais bien aimé avoir un énorme deal, tu vois, Non, c'est bien aussi, hein. à 8 millions, quoi. Je le cherche encore celui-là, mais et je l'attends. J'espère qu'il va y avoir à un moment un truc de ouf qui va arriver, qui va vraiment scaler la boîte, tu vois, qui va nous faire passer la 5e, quoi. Mais en tout cas, pour le moment, c'est assez progressif. Je pense qu'il y a vachement notre positionnement dans le luxe qui a fonctionné. Et il y a aussi notre positionnement, toujours pareil, le yes thing. Mais comme tous les entrepreneurs, tu dois dire oui, même si tu n'as jamais fait, même si c'est flippant, même si machin. Donc par exemple, tu vois, on a accompagné Pollen. Pollen, donc la marque de sac qui explose, qui vient d'être notamment rachetée en partie par LVMH. Donc on l'a fait avant, donc ça c'était le vrai nez creux. Et ils nous ont dit, on va développer une boutique à Séoul, est-ce que vous voulez nous accompagner pour créer une expérience un peu exceptionnelle en boutique, une expérience qui va donner un peu d'épaisseur à la maison. D'ailleurs, on veut réfléchir à qu'est-ce que c'est Pollen dans le retail, et ensuite à Séoul concrètement, qu'est-ce qu'on va faire comme expérience spécifique. Et on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait de retail. On vient pas du retail, enfin il n'y avait rien qu'on avait déjà fait, on n'était jamais allé en Corée, enfin bref, je te passe tout ce qu'on n'avait jamais fait. Et on a évidemment dit oui, et c'était pour dans 1 mois et demi, et on l'a fait, et c'était une expérience de dingue, et les gens ont adoré. Et du coup aujourd'hui ça nous donne une différenciation, on communique beaucoup là-dessus, et du coup ça appelle par exemple Amazon qui vient nous voir en disant nous on veut faire des pop-up, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, on a vu ce que vous avez fait pour Pollen. Ça appelle Adiptic qui veut créer des expériences pour les meilleurs clients dans ses boutiques, enfin ça appelle à plein de choses. Ouais. Et je pense que le fait d'ouvrir ses chakras et de dire toujours oui à tout. Alors attention, je dis pas oui à tout, hein. Enfin j'ai quand même des critères, c'est-à-dire que les trucs qui n'ont ni argent, ni visibilité, ni qui soient dans mon ADN ou dans ma DA d'Acme, évidemment tout ça je refuse. Ah, bien sûr, je comprends. Mais en tout cas, dès que ça rentre dedans, c'est pas parce qu'on l'a pas fait ou c'est pas parce que c'est time constraint ou voilà qu'on le fait pas, quoi. Donc voilà, on essaye. En fait, ce qui est assez rigolo, mais je pense que c'est le truc de l'entrepreneur, c'est qu'on essaye toujours de faire des trucs 1000 fois plus gros que ce qu'on fait déjà. Et ça, c'est assez rigolo en se disant, on va jamais y arriver. Et en fait, tu y arrives et du coup, c'est ce qui fait que ça crée des marches et que les gens se disent, en fait, ils sont capables de faire ça, donc let's go. Complètement. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir, je sais pas, maintenant, après 5 ans de vie d'Acme, je pense que vous avez fait des dizaines et des dizaines d'événements digitaux ou physiques. Est-ce que toi, tu arrives à... Tu as forcément un top 3. Est-ce que tu arriverais à dire, sauf ceux peut-être dont tu as déjà parlé, est-ce que tu as, je sais pas, 1 ou 2 événements vraiment qui sont presque maintenant des événements signature pour vous, que tu voudrais décrire pour qu'on essaie vraiment de visualiser ce que vous pouvez faire? C'est vrai que c'est difficile de visualiser ce qu'on fait. Ouais. Bon, je suppose qu'on peut aller sur votre site. Oui, il faut y aller, mais c'est quand on parle, je veux dire. Ouais. Je pense qu'un événement qu'on a fait qui était sympa, c'était pour Vacheron Constantin il y a quelques semaines, qui appartient à Richemont. Okay. Et Vacheron Constantin, c'est l'univers de la joaillerie et ils nous ont demandé de les accompagner pour créer une expérience hors norme pour leurs meilleurs clients pour présenter une nouvelle montre. C'est une montre à destination des femmes et l'idée c'est que ils nous ont dit on a envie vraiment de faire sentir la montre, qu'il y ait l'univers de la montre partout, que ce soit scénographié, etc. Et que les femmes qui viennent vraiment se disent j'ai compris ce que c'était que cette montre et je l'ai vécu. Et on a réussi à le faire. Vacheron nous a dit on n'a jamais vécu un événement comme ça. C'était exceptionnel. On ne savait pas que c'était possible de faire ça. Et en plus, il y a eu un retour sur investissement gigantesque. Enfin, tout le monde a acheté des montres pendant l'événement. Enfin, un truc assez dingue. Mais pour revenir sur ce qu'on a fait nous, on a essayé de comprendre la marque. Il y a vraiment cette analyse de la marque et de la montre en question, de la comprendre sous toutes ses coutures. Et ensuite, on a créé un univers qui retranslatait cette montre. On a pris un hôtel particulier, les voilages qui étaient dans la montre retransparaissaient dans les rideaux de l'hôtel, il y avait une odeur qui était dans la montre qui retransparaissait quand tu rentrais dans le lieu. Enfin, tout était l'univers de la montre. Et donc, les personnes ont vécu la montre vraiment l'espace d'une soirée. Et même dans la nourriture qu'ils ont mangée, on a fait appel à un chef qui a
pareil, qui a donné l'impression qu'on mangeait ce qu'il y avait dans la montre, enfin bref. Donc je passe les détails, mais en tout cas je pense que ça a été un très bel événement pour nous, très chiadé, et vraiment qui était au max de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, et je pense qu'il y aura plein d'autres choses, mais dans le développement de ce que c'est que l'image de marque, et pour un produit en particulier, et les Vacherons nous l'a dit. Donc ça c'était hyper cool. Ensuite, on a travaillé pour Google aussi il y a quelques mois. Donc, ce qui était sympa, c'est surtout qu'on a privatisé un lycée parisien en plein Paris pour Google, Chaptal, qui est en plus au patrimoine, qui est classé patrimoine. Ma cousine est à Chaptal, je vois très bien. On y est passé en plus hier. De toute façon, c'est juste à côté, donc c'est cool. Et ce qui était chouette, c'est que Google, pour moi, c'était inatteignable. Pour moi, c'était l'apanage des énormes agences. On a gagné contre des énormes agences. Et ensuite, on a réussi à leur faire quelque chose d'assez exceptionnel où personne n'avait jamais été dans un lycée pour faire une soirée, et ça c'était assez cool, et les gens nous disaient mais comment vous avez fait, moi j'étais là, j'ai passé mon bac ici, enfin c'était assez rigolo de voir que les gens étaient hyper surpris de voir que quelque chose comme ça était possible. Et je pense que Acme a ce côté, il n'y a rien qui est impossible, et je pense que ça fait partie de notre ADN de se dire il n'y a pas de limite, tout est faisable, la seule question c'est comment on fait pour le mettre en œuvre. Mais je pense que cette privatisation du lycée était vraiment cool, une vraie prouesse, et fait partie de notre ADN, des lieux incroyables. Donc ça c'était le lieu en fait qui était incroyable et qui était du coup hyper original. Et après à l'intérieur c'était quoi? Ensuite on a recréé, en fait ce qui était sympa c'est qu'on a proposé de faire vivre une soirée dans les années 90, d'où le lycée. En fait c'est toujours pareil, c'est que la communication est cohérente, se dire là, l'objectif, c'est de créer une soirée où on se replonge dans les années 90. Qu'est-ce qu'on fait dans les années 90? On va au lycée. Et donc, du coup, tout ça est cohérent. On a créé une communication autour de Friends, de Britney Spears, où il y avait justement on n'a pas fait venir Britney Spears, mais presque, et Mylène Farmer. Elle n'était pas dispo, hein, ça va. Voilà. Et donc, je pense que c'est ça que moi j'aime bien aussi, c'est de se dire tout était hyper cohérent. Pareil dans la food, on a fait des food trucks parce que c'était l'émergence des food trucks à l'époque des années 90, la musique pareil, enfin voilà. Et tout était dans cette homogénéité avec l'Acme qui était le lycée, puisque c'est ça qui a beaucoup marqué les gens. Voilà. Et ensuite, si je dois en donner un troisième, je réfléchis parce que Séoul, c'était vraiment une prouesse pour nous et c'était dans le retail, mais on en a déjà parlé. Et sinon, je pense que ce qui est sympa, c'est qu'on a des contrats annuels avec certaines associations. Je ne sais pas pourquoi les associations travaillent beaucoup avec nous, donc c'est le côté très institutionnel comme l'ONU, l'UNICEF. Et ce qui est assez chouette, c'est que pour le coup, là, c'est pas l'univers esthétique qui est dingue, mais c'est la relation qu'on a. On travaille toujours avec le dirigeant et il va nous appeler dès qu'il a un sujet de réunir tout d'un coup. Là, on va réunir 300 personnes à Abidjan en décembre parce qu'ils veulent créer un summit. Et donc, c'est dans quelques mois, dans pas très longtemps, et on va créer ce summit à Abidjan. On l'a créé aussi au Maroc il y a 3 semaines. Enfin voilà. Et donc, je pense que ce qui est assez sympa, c'est ces partenariats annuels où on nous fait confiance, on n'est même pas remis en question, il n'y a même pas d'appel d'offres, parce qu'on a vraiment ce partenariat au niveau DG, au niveau stratégique, où nos clients savent pourquoi ils nous prennent, et ils savent qu'on n'est pas juste logistique, mais assez strat, et ils se disent pour n'importe quand on les appelle et ils vont le faire. Et voilà. Et je pense que ça, c'est plus dans la collab que je trouve que c'est intéressant, mais je pense que c'est assez distinctif. Ok. Comme on va arriver vers la fin du podcast, parce que là on est bientôt arrivé à tes bureaux, j'ai encore 2-3 questions en termes d'organisation. Est-ce que toi tu es plutôt organisation militaire ou plutôt organisation un peu rock'n'roll? Je pense que je suis quand même plutôt militaire. Venant du conseil en strat, c'est difficile de ne pas être militaire. Je pense que je suis rock'n'roll au fond de moi et je suis très créa, mais c'est quelque chose, c'est toujours refoulé, donc disons que c'est bien caché. Donc je dirais que je suis plutôt très organisée dans ce que j'ai envie de faire vivre dans ma boîte. Tout est processé, il n'y a rien qui ne soit pas écrit, qui ne soit pas respectant un process. Et en même temps, mon objectif, c'est que tout le monde soit assez libre, que toute la créativité de chacun puisse s'exprimer, que les talents de chacun puissent s'exprimer aussi, et qu'on puisse encore une fois aller au-delà des limites. Donc, je suis assez d'accord avec ça. En fait, plus tu te mets de cadres, au contraire, moi je trouve plus on est libre en fait, parce que quand tu te mets des cadres, du coup tu te laisses aller dans les cadres, et du coup en fait toute ta charge mentale, en fait, elle peut penser à des choses plus créatives et plus développantes, quoi. C'est vrai, et puis tu sais que tu sors pas trop du sentier non plus, quoi. Et là, pour rester un peu dans ces sujets d'organisation, parce que du coup, là, on l'a vu, tu vas être maman aussi pour la 2e fois, tu es entrepreneur. Je ne sais pas ce que fait ton mari, est-ce qu'il est également entrepreneur? Il est également entrepreneur. Franchement, j'ai l'impression que pour l'instant, on fait un strike là-dessus. Il n'y a que des gens dont le couple sont entrepreneurs. Du coup, en fait,
Comment vous gérez cet équilibre ou même plutôt peut-être ce déséquilibre qui est forcément le cas quand on est entrepreneur par rapport à votre vie pro, perso, comment c'est géré ça? Alors c'est une bonne question parce que ma fille n'a que 17 mois, donc ça fait que 17 mois que je gère ça. Donc lui il a monté Comet Meetings que tu connais sûrement. Ah mais oui. Voilà. Ok. Qui crée des lieux de réunion exceptionnels, donc on est tous les deux dans le même univers. Donc ce qui est chouette c'est qu'on se comprend à fond et qu'on a envie de faire vivre de l'exceptionnel à d'autres et c'est notre métier, donc ça c'est cool. Comment on gère? On gère en se disant qu'il ne faut pas qu'on se mette de frein. Toujours pareil, c'est ce côté de liberté, en se disant il ne faut pas que les injonctions de il faut être un bon père, une bonne mère, etc., être là, faire le bain, je sais pas quoi, tout ça, on les enlève, ces injonctions. Et deuxièmement, on essaye de se dire on va passer des moments de qualité avec notre enfant et pas forcément de quantité. Enfin, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais disons qu'en tout cas, on est assez serein avec ça. Et du coup, on met en œuvre, on a beaucoup de process, enfin, on a une orga, quoi, où on a mis en œuvre toute cette orga pour que justement tout roule, que si jamais la babysitter peut pas, etc., il y en a 15 autres de dispo. Et il y a toute cette orga qui roule et qui fonctionne bien pour que, nous, on puisse se mettre là où on veut, au moment où on veut et voir notre fille quand on veut, mais qu'on soit pas restreint par l'organisation et contraint. Ok, non mais franchement on est assez alignés là-dessus. Je vais te poser peut-être encore une ou deux questions parce qu'on vient d'arriver. Parce que moi c'était du coup Isabelle Rabier de Joli Moi. Quand j'avais demandé qui est-ce que tu me conseilles d'inviter, elle m'a dit franchement invite Aurore d'Acmé, tu vas voir elle est top. Toi tu me conseillerais d'inviter qui Je pense qu'il faut inviter Fanny Péchioda, mais on en a parlé, si elle accepte de prendre la parole. Tu veux une femme, un homme Franchement, moi je fais pas de différence. Quelle classe d'âge C'est même pas obligé d'être un entrepreneur, hein. Ça peut être quelqu'un que tu connais, un artiste, un sportif ou une évidemment. Ah oui. Prends tout. Ça va tous les gens qui font des choses. Oui, d'accord. Bon, mais il y a du monde. Tu connais sûrement Yann Bucaille, mais qui a fondé les Cafés Joyeux. Yes, je connais que de nom, parce que je ne le connais pas personnellement. Et il est très sympa par ailleurs. Et donc je te recommande de l'interviewer parce que il a fait les Cafés Joyeux et pour moi c'est vraiment un modèle. Mon frère étant handicapé, je trouve que c'est vraiment chouette ce qu'il a fait, de les sortir de l'invisibilité. Il fait beaucoup de choses pour le handicap et je le remercie et j'aimerais bien qu'il ait l'occasion de s'exprimer. Ah ben alors là, avec grand chose, parce qu'en plus c'est quelque chose qu'on s'est dit sur LinkedIn il n'y a pas longtemps quand j'ai vu ton post, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous relie, parce que moi aussi, mon frère jumeau est handicapé. Alors moi, il n'est pas trisomique, il est autiste, mais du coup, je pense qu'on a vécu plein de choses un peu en relation là-dessus. Et c'est vrai qu'il faudrait aussi que je mette en avant ces gens qui sont dans l'ombre, mais qui font des trucs de ouf, mais qui forcément se comptent pas, enfin qui passent pas dans les échos, qui se comptent pas en millions, qui passent pas dans les podcasts ou quoi. Mais c'est aussi eux des putains d'entrepreneurs, des gens qui font des choses. Donc avec joie pour que tu me mettes en relation avec cette personne. Je te ferai une intro. Donc voilà, pour lui. Et sinon, si je pense à une femme, je pense à Tatiana Monseur. C'est une fille qui était avec moi chez Bain et qui est avec moi dans les femmes Forbes de cette année. Parce qu'elle a monté une boîte qui s'appelle Polygone et qui fait un traitement anticipé pour l'infarctus du myocarde. Elle s'est associée à un médecin. Okay. Et je trouve qu'elle est assez exceptionnelle parce que justement elle est sortie pareil de sa zone de confort, elle est dans l'univers médical qu'elle connaissait absolument pas, elle est assez jeune et franchement je trouve ça assez aventureux ce qu'elle a décidé de faire et sa boîte se développe bien et j'ai investi d'ailleurs dedans. Eh ben écoute, avec grand plaisir, pareil, pour que tu te mettes en relation du coup, avec plaisir. Avec ces trois personnes. Où est-ce qu'on te suit toi? Alors moi vous pouvez me suivre sur LinkedIn, Aurore Abécassis, voilà, avec une rose. Ok. Sur Instagram, alors c'est plus touchy, c'est Bécassou _2 Turenne, donc Bécassou de Turenne, puisque j'habitais rue de Turenne à côté de la rue des Archives. Ok. Et sinon, Acmé Paris sur Instagram et Acmé Paris sur LinkedIn. Ok, écoute, encore merci en tout cas Aurore d'avoir accepté l'invitation. En voiture, ça a un peu bougé. Merci pour la balade et puis on n'a pas eu besoin d'aller à Port-Royal. Franchement, Sartec c'est cool, on est content pour ça. Moi je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. En tout cas merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, évidemment, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous écoutez en audio, mettez-nous 5 étoiles, ça vous prend 2 secondes, mais pour moi pareil, ça m'aide beaucoup pour le référencement du podcast.
merci encore à tous. Merci beaucoup Aurore. Merci à Pierre, le conducteur, et merci à Comine qui nous a drivé pendant cette heure ensemble. Merci à Yann, à la production, du coup, vidéo, lumière, son de Little Big Film pour tout ça. Merci à tous et merci encore Aurore. À bientôt sur La Chapelle Radio. Ciao. Merci.